merci à tous de votre présence à cette conférence qui nous permet de clore de manière politique la conférence de Carole Ramboul, de clore de manière politique ce cycle 2022. Donc Carole Ramboul a un regard de photographe, un regard de scientifique, puisqu'elle enseigne les sciences physiques au collège de Salindre. Et donc les articles qui lui ont été consacrés dans la presse la désigne comme une spécialiste de la macrophotographie florale et animale, une photographe qui cherche à déjouer, je cite, nos perceptions de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Donc vous avez, Carole, conçu une exposition à laquelle s'adosse cette conférence et vous animez également des stages, dont un qui a été prévu à Bessèges qui va être reporté sur la photographie de nuit. Donc pour inviter les participants à s'essayer justement à cette photographie nocturne. Alors c'est vrai que la nuit peut inviter à une autre posture face à notre environnement. C'est vrai qu'on peut avoir une manière plus subtile de nous percevoir, également être plus attentif à ce qui nous entoure et plus attentif à une nature à laquelle nous aspirons mais de laquelle nous sommes en fait toujours de plus en plus éloignés. Donc les nouveaux enjeux écologiques climatiques nous invitent à considérer aujourd'hui que face au diktat de mobilité et aussi nos réseaux qui nous éloignent de plus en plus du réel, eh bien que faire une pause, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas de la paresse, mais ça permet d'être plus à l'écoute de ce qui nous entoure et mieux comprendre notre environnement et en tout cas nous en sentir plus concernés. Donc nous poursuivrons cette idée en 2023 avec une conférence sur l'esthétique environnementale qui, c'est un courant qui était jugé iconoclaste dans les années 80 et même dans les années 2000, mais qui aujourd'hui est de plus en plus pris au sérieux et au sein duquel se retrouvent des philosophes, des artistes, des paysagistes, mais pas seulement. C'est un courant au sein duquel les chercheurs nous invitent, ou préconisent même, de voir d'émerveillement face à ce qui nous entoure. Et je crois que ce soir, nous n'allons pas devoir nous forcer trop pour nous émerveiller. En fait, je voulais juste rappeler, mais Carole le fera aussi, que vous pourrez retrouver le contenu de la conférence dans un livre du même nom, Il était une fois la nuit, qui a été édité en 2022 aux éditions La Salamandre et qui est présent dans les librairies lilloises. Voilà. Merci de votre disponibilité encore et à vous. Merci à vous d'être là et merci de m'avoir invité. Je vais prendre place. Est-ce qu'il est possible qu'on les fasse ? Vous en mettez un petit peu de lumière. J'aurais préféré qu'on soit vraiment dans le noir. Est-ce que ça vous dérange ? Si vous voulez, comme vous voulez, parce que vous préférez être dans le noir. Oui, c'est Là, Pascal, tu as là-haut, tu as un interrupteur. Sur le côté, l'autre côté. Voilà, donc l'idée c'est de faire vraiment une immersion dans la nuit et donc normalement vous m'oubliez, vous écoutez juste ce que je dis et puis vous regardez les photos. Donc je travaille depuis de nombreuses années sur la nuit. Toutes les photos que je vais vous montrer là sont de moi bien évidemment et sont dans le livre dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle aussi Il était une fois la nuit. Elles ont toutes été faites en France. Beaucoup sont faites, moi j'habite à Saint-Paul-la-Coste dans les Cévennes. Donc il y en a pas mal qui ont été faites dans les Cévennes, dans le Gard, et puis après un peu partout en France. Alors ce n'est pas du tout une conférence phototechnique, mais si à la fin vous avez des questions sur la réalisation de certaines photos, j'y répondrai volontiers, comment je m'y ai suis prise, etc. Voilà, donc tout est parti en fait, le point de départ, j'habitais plutôt à Saint-Hilaire-de-Brentmas, l'an dernier encore, et c'était entouré de champs, c'était vraiment une zone qui était très noire la nuit et qui était très tranquille. Et puis du jour au lendemain, il y a un lotissement qui s'est construit. Et il y a des lampadaires qui sont sortis de terre, qui se sont mis à éclairer partout. Et tout est resté allumé la nuit. Et c'est là que j'ai commencé donc à me poser des questions.
Donc je suis allée faire un petit tour autour de chez moi, puis voilà, je suis sortie. Et je me suis rendu compte que le ciel, en fait, la noirceur du ciel avait complètement disparu. On avait un peu partout un halo lumineux. Il y a des endroits où on ne sait plus si c'est le jour ou la nuit. On peut même parfois lire le journal comme si c'était en plein jour. En 20 ans, la lumière émise a été multipliée par 2. Donc voilà, on en est là. Là, vous avez une photo avec le littoral qui fait une lumière en continu tout le long en bord de mer. Donc forcément, cet éclairage a forcément une influence sur notre santé. En continuant mon état des lieux, je me suis rendu compte que même on voulait éclairer pour faire joli, on défigurait. Là, il s'agit du Mont Saint-Michel, mais il serait bien moins éclairé, on reviendra là-dessus, ça serait beaucoup plus joli, il est complètement mangé par la lumière. Les zones naturelles, là, les montagnes, elles aussi n'échappent pas à cette lumière. On pourrait croire que c'est la lune qui éclaire comme ça, et en fait non, on est sur des pistes de ski, ce sont les projecteurs qui éclairent autant que ça. Donc on se croirait en plein jour, alors qu'on est en pleine montagne. Dans nos maisons, c'est pareil, on éclaire énormément, on se met de plus en plus devant des écrans lumineux, et on considère, pour beaucoup d'entre nous, que dormir est une perte de temps, et qu'il faut continuer à vivre dans un environnement éclairé pour que la journée dure plus longtemps. Voilà, vous avez plus d'un Français sur 3 qui, le soir, utilise un écran lumineux dans son lit. Alors, le problème, c'est que quand le soir arrive, on sécrète naturellement une hormone, l'hormone du sommeil, la mélatonine, et cette hormone, elle va être bloquée par la lumière si on est devant des écrans à ce moment-là. Ça va justement créer ce qu'on appelle des troubles du sommeil. Il faut savoir que sur les dernières 50 années, on a perdu en moyenne 1h30 de sommeil. 1h30 de sommeil, c'est vraiment énorme. On s'approche de la limite fatidique de 7 heures de sommeil par nuit, en dessous de laquelle ça crée des maladies. Des maladies à court terme, comme de la fatigue, de l'irritabilité, mais aussi à plus long terme, dépression, et aussi diabète, baisse de l'immunité, accélération du vieillissement, des cancers aussi. Donc tout ça maintenant, les médecins s'en rendent compte, c'est vraiment lié au sommeil et à la qualité de notre sommeil. Donc quand on est immergé dans cette lumière, on finit par la prendre comme normalité. Le problème, c'est que si on prend un petit peu de recul, qu'on sort des villes, on se rend compte de son impact, de cette lumière, sur tout ce qui nous entoure, pas seulement sur nous. Nous ne sommes pas seuls sur Terre. La Terre n'appartient pas qu'à nous, il y a aussi des animaux avec nous, donc il faut la partager. Quand j'étais dans mon jardin et qu'il n'y avait pas encore le lotissement à côté, j'allais me promener, la haie qui bordait mon jardin, j'entendais plein d'animaux farfouiller, faire plein de petits bruits, exactement comme ça. Je l'avais enregistré. Des musaraignes, des mulots. Et du jour au lendemain, tous ces bruits ont disparu. Il n'y a eu plus aucun bruit animal à cause de la lumière, justement. Donc, il y a bien une influence de cet éclairage sur les animaux. D'abord sur les diurnes, comme pour nous, leur journée est prolongée à cause de la lumière les dérange, les fatigue, les stresse. J'avais entendu parler de rouge-gorge qui chantait en pleine nuit. Effectivement, une situation qui n'est pas normale. Et quand je suis allée au Mont Saint-Michel, je me suis rendu compte qu'il y a eu de grands travaux, ils ont fabriqué une écluse, construit une écluse, et ils ont mis des projecteurs sous l'écluse. Et il y a des hirondelles qui essayaient de s'installer là et de dormir, et qui étaient sans cesse dérangées par ces projecteurs. Et on voyait dans leur attitude énormément de stress. C'était vraiment affolant de les voir passer la nuit là, dérangés par cette lumière trop violente. Donc, le problème aussi, c'est que les animaux, il y a
Il y a même un tiers des vertébrés et 2 tiers des invertébrés qui sont nocturnes. Et eux, ils sont complètement adaptés à l'obscurité. Ils ont, comme là vous le voyez, des rétines qui sont, des yeux qui sont beaucoup plus gros, des rétines qui sont 100 fois plus sensibles. Ils sont capables de capter une lumière qui est très faible. Donc le moindre éblouissement leur est fatal, va les désorienter. Je pense notamment aux phares des voitures. Les éclairages des façades et des jardins aussi sont néfastes pour eux. La tendance est un peu moins maintenant, mais les balises solaires qu'on achète et qu'on laisse dans le jardin la nuit, alors après on rentre, on les oublie, elles passent toute la nuit là, mais en fait elles vont gêner la faune qu'on a dans notre jardin. J'avais à côté de chez moi un couple de petits ducs, c'est des hiboux, qui venaient, qui s'installaient, et puis le locataire à côté a changé, il a installé un projecteur, un détecteur à mouvement, et du jour au lendemain, le couple a été complètement dérangé par ça, il n'est plus venu s'installer à chaque printemps, un beau jour on l'a plus revu, il n'est plus venu nicher. Donc ça diminue énormément leur refuge. C'est vraiment, on ne prend pas assez conscience de l'impact que ça peut avoir sur toute cette faune nocturne qui nous entoure et qu'on ne voit pas parce que nous on fait un voler et on va dormir. Un dernier phénomène, c'est la luminescence du ciel. En fait, au-dessus des villes, il y a ce halo qui est sans cesse lumineux et qui va baisser les performances de tous les animaux nocturnes. Ils sont faits, les hiboux, les chouettes notamment, sont faits pour chasser dans le noir absolu. Et dès qu'il y a un petit peu de lumière, ça baisse leur performance. Donc ils vont être moins aptes à se nourrir, à se reproduire, etc. Un animal qui est emblématique de la pollution lumineuse, c'est le ver luisant. Alors il faut savoir qu'un congénère peut repérer la femelle à 45 mètres dans l'obscurité. Si on éclaire, c'est plus que 2-3 mètres. Donc ça diminue énormément les chances de se rencontrer et donc de se reproduire. C'est vraiment important de faire attention pour ne pas éclairer pour ces animaux-là. Une autre espèce très sensible à la lumière, et là que j'ai prise en photo, ce sont des chauves-souris. Alors, ici, elles sont prises justement, l'idée c'était de dénoncer l'impact du lampadaire. J'ai pris la photo sous le lampadaire. Le lampadaire attire les insectes volants et les chauves-souris vont venir là pour chasser. Donc on se trouve dans une situation qui n'est pas normale en fait, parce qu'on ne devrait pas avoir 4 chauves-souris au même endroit. Si c'était dans l'obscurité, chacune chasserait de son côté tranquillement. Donc là, elles sont opportunistes. On pourrait se dire que c'est bien pour elles, mais en fait, non. Il faut savoir qu'un lampadaire, au pied d'un lampadaire, chaque nuit, vont mourir 150 insectes. 150 insectes pour un lampadaire, on pourrait se dire que c'est pas énorme chaque nuit. Mais il y a 11 millions de lampadaires minimum publics en France. Ça fait plus d'1 milliard d'insectes qui sont tués chaque nuit. En une seule nuit, vous avez 1 milliard d'insectes volants qui disparaissent à cause des lampadaires. On comprend mieux une étude allemande qui dit que sur les 30 dernières années, nous avons perdu 75% de la population d'insectes volants. Alors pourquoi ces lampadaires font de tels dégâts? En fait, on s'est rendu compte que les insectes volants s'orientent avec la Lune. Et ils vont confondre le lampadaire avec elle. Donc si la Lune est loin, ils volent en ligne droite, mais comme le lampadaire est près, ils vont réadapter sans cesse leur vol et tout finir par tourner autour. Voilà. Il y a des insectes au sol qui font exactement la même chose. D'où je vous parlais tout à l'heure de laisser des balises solaires la nuit dans le jardin. Ben, vous pouvez avoir ce phénomène-là avec des insectes volants et des insectes au sol qui vont être énormément perturbés par cette lumière et tourner en rond et mourir d'épuisement. Un autre obstacle, là, ce que vous avez en face de vous, c'est un mur infranchissable pour les espèces nocturnes. Même les oiseaux ne vont pas voler au-dessus. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où de chaque côté, en fait, les espèces ne vont pas pouvoir communiquer, se rencontrer. Donc on a, à cause de ces barrières-là, vraiment un appauvrissement des espèces et la disparition de certaines d'entre elles. Notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où vous savez que toutes les routes sont éclairées.
Donc ça morcelle énormément l'espace la nuit et ça coince des espèces dans des tout petits espaces et donc ça les met, après ça les rend fragiles. Alors on travaille depuis quelques temps sur ce qu'on appelle la trame noire. La trame noire, en fait, ce sont de fabriquer des couloirs d'obscurité pour que, entre deux zones noires, les espèces puissent circuler. À Paris, notamment, ils se sont rendus compte que dans tous leurs espaces verts, ils avaient des chouettes et des hiboux, dans Paris même. Le problème, c'est que l'idée, c'est que les chouettes et ces hiboux ne restent pas coincés dans un tout petit espace et puissent se rencontrer avec ceux des autres espaces verts. Donc, ils travaillent à éteindre certaines parties, certaines avenues, pour faire des couloirs où ces rapaces nocturnes vont pouvoir se déplacer et se rencontrer et aller chasser ailleurs. Donc cette trame noire, elle est très très importante, on en parle de plus en plus. Elle se joue à toutes les échelles, hein. Vous pouvez la faire, cette trame noire, dans votre jardin. Elle peut se faire à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, à l'échelle planétaire. Justement, petit à petit, on élargit notre horizon. Et un autre piège de lumière, ce sont les phares. Là, je suis allée faire cette photographie sur l'île de Ouessant, au Créache. C'est le phare du Créache. C'est le plus puissant phare d'Europe. Il éclaire à 60 km à la ronde. Et encore, parce qu'ils ont baissé, avant c'était 120 km. Donc, je suis venue là pour le dénoncer le fait qu'en fait, il va dérouter les oiseaux pendant leur migration nocturne. Il y a de nombreux oiseaux qui migrent la nuit et qui vont être déroutés par ces phares, qui vont être désorientés. Alors on s'est rendu compte que les oiseaux, eux, ils volent grâce à la lumière des étoiles et de la Voie lactée. Donc ils ont besoin du noir absolu pour arriver à bien se repérer. Et dès qu'il y a de la lumière, ça brouille leur carte et ça va les déranger. Donc, du coup, s'ils sont désorientés, ils vont être attirés par cette lumière, ils vont faire plus de trajets, ils vont être déroutés, et ça va les fatiguer. Sur l'île de Ouessant, ils le savent très bien que ça a un impact très négatif, parce qu'au moment de la migration des grives, ils savent qu'au pied du phare, ils vont retrouver le matin des grives mortes. D'accord? Donc, voilà, l'impact, il est réel. Alors vous allez me dire, mais les phares, on en a besoin. Oui, mais pas aussi puissant que ça. De nos jours, toute la navigation, elle se fait avec des GPS, toute la navigation en haute mer. Moi, j'ai mon fils qui est dans la marine marchande, donc je suis bien placée pour vous dire que les phares, ils ne s'en servent pas. Ceux qui vont s'en servir, c'est ceux qui font du cabotage, des petites distances autour, en bord de mer, en bord de côte, et il n'y a pas besoin d'éclairer à 60 km pour eux. Donc on pourrait garder la beauté des phares, mais en diminuant encore l'intensité de ces phares. D'autant que des fois, c'est carrément pas utile. C'est vrai que ça peut paraître beau, mais voilà, cette mode qu'on a d'éclairer le ciel à tout bout de champ, d'illuminer des bâtiments, la nature aussi, ça finit par être terrible. À New York, pour commémorer le 11 septembre, à la place des tours, ils ont mis 2 grands projecteurs dirigés vers le ciel qui éclairent à 100 km à la ronde et qui éclairent à 6 km en hauteur. Donc c'est vraiment énorme. Ils avaient prévu de les laisser toute l'année, tout le temps. Ils se sont rendus compte que ces 2 projecteurs piégeaient des milliers d'oiseaux chaque nuit dans leur faisceau. Une fois que les oiseaux étaient attirés, et une fois qu'ils se retrouvaient dans la lumière, ils s'étaient coincés. Donc ils n'en sortaient plus. Donc ils s'en sont heureusement rendus compte. Ils ont décidé d'éteindre ces faisceaux et de ne les rallumer que pour les 11 septembre chaque année. Donc une nuit par an, juste. Malgré tout, il y a des années où ils sont obligés d'éteindre pendant quelques minutes les faisceaux pour libérer encore des milliers d'oiseaux. Donc voilà, on a vraiment un impact, il est réel l'impact, il est connu. C'est vraiment dommage de... Est-ce que ça vaut le coup que ce soit beau, juste, alors qu'on sait que ça crée la mort de milliers d'oiseaux? L'éclairage a aussi une influence sur la flore. Et ça, c'est plus surprenant. Alors là, ce que je vous montre, ce sont des orchidées, des petites orchidées, des sérapias.
Et il y a un petit tube à l'intérieur et les insectes la nuit vont s'y abriter. Ils seront à l'abri du froid, il fera un peu plus chaud. Et ce qui est magique, c'est que le matin, quand ils vont ressortir, ils vont être couverts de pollen. Et donc ils vont jouer un grand rôle dans la pollinisation. Donc la nature est vraiment super bien faite. Le truc, c'est que si ce champ est à côté d'un lotissement qui est éclairé, les insectes ne vont plus venir s'abriter la nuit là, ils ont besoin d'obscurité. Donc ils iront ailleurs. Donc ce champ sera moins bien pollinisé. S'il est moins bien pollinisé, il y aura moins de fleurs. S'il y a moins de fleurs, il y aura moins d'insectes qui viendront butiner la journée. Et donc il y aura moins de nourriture pour les oiseaux. Donc vous voyez juste en éclairant un champ, parce qu'on a mis à côté des lampadaires, l'impact que ça peut avoir sur toute la chaîne alimentaire. Et, chose aussi surprenante et récente qu'on vient de se rendre compte, c'est que les arbres dorment la nuit. Ils relâchent leurs branches qui redescendent de quelques centimètres. Donc voilà, ils ont aussi besoin, comme nous, de l'alternance du jour et de la nuit. Le cycle circadien est très important pour nous. Alors depuis que je sais ça, je suis en souffrance pour les arbres qui sont dans les parcs et qui sont violemment éclairés toute la nuit et qui donc ne peuvent pas finalement dormir. Je m'étais rendu compte dans un parc qu'il y avait un lampadaire qui était d'un côté il y avait un lampadaire et de l'autre c'était l'obscurité. On était à l'automne, le côté obscur, les feuilles étaient en train de tourner et devenaient jaunes, et le côté du lampadaire, violemment éclairé, les feuilles étaient encore vertes. Alors vous allez dire, bon ben tant mieux, l'arbre va garder des feuilles vertes plus longtemps, pourquoi pas, mais en fait, on est en train de l'épuiser. Il va fonctionner plus longtemps, mais au bout d'un moment, il n'aura plus de réserve et il va mourir prématurément. Si il continue à fonctionner plus longtemps jusqu'au début de l'hiver et démarrer plus longtemps au printemps à cause de la lumière, ça ne va pas marcher sur le long terme. C'est comme nous, si on vous demande de fonctionner tout le temps, nous avons aussi besoin de repos. Donc l'idée, c'est comment mieux éclairer. Certainement pas comme ça. Donc là, j'étais allée, c'est une boutade, mais j'étais allée photographier en Bretagne. Ce sont des serres de tomates que vous voyez qui font ça. Et le pire, c'est que ce sont des serres de tomates bio. Comme en bio, on n'a pas le droit de chauffer, eh bien, on a le droit d'éclairer. Il n'y a pas dans la réglementation, on peut faire ça. Donc on s'est rendu compte qu'avec des LED roses, on pouvait, en les éclairant toute la nuit, augmenter la productivité. Voilà, la croissance est favorisée comme ça. Donc, vous imaginez que ça fait des années que les journaux en Bretagne titrent d'aurore boréale, l'impact négatif que ça peut avoir, ça se voit. On pourrait se dire que j'ai un peu forcé la dose sur la photo, pas du tout, au contraire. J'ai baissé l'intensité lumineuse. C'était vraiment énorme, ça se voit à des kilomètres de loin. Et c'est un impact négatif sur toute la population qui dort à côté et qui a des nuits toutes roses. Donc, l'idée c'est que si on veut bien éclairer, eh bien il faut d'abord commencer par cibler ce qu'on veut éclairer. Donc, à gauche, vous avez un lampadaire qui éclaire pratiquement tout ce qu'il faut, presque sur ce qu'il faut. Hein. C'est un peu comme le lampadaire boule, qui est d'ailleurs interdit maintenant. Et puis à droite, vous avez un lampadaire qui joue son rôle, qui éclaire ce qu'il faut juste dessous. Et vous allez me dire, oui, mais moi, à gauche, j'y vois bien, et je me sens en sécurité, et puis à droite, c'est tout noir, j'ai peur. Alors il ne faut pas confondre le sentiment d'insécurité et la vraie sécurité. Les statistiques policières sont vraiment là-dessus unanimes. Les malfaiteurs n'opèrent que la journée, ou, si c'est la nuit, dans les zones éclairées. Comme vous, ils ont besoin d'y voir. Ils ne vont jamais opérer dans le noir, donc ils ont besoin d'éclairer. Et si c'est eux qui éclairent, si ce n'est pas éclairé, mais que c'est eux qui doivent éclairer, ils vont se faire repérer. De suite, ça va faire bizarre, ça va faire louche. En plus, quand on éclaire soi-même, on ne voit plus ce qui se passe tout autour, et donc on ne peut pas surveiller ses arrières. Donc, voilà. Donc, on reviendra sur ce sentiment d'insécurité, mais en attendant, on ne risque absolument rien avec un lampadaire qui éclaire comme ça, et qui cible ce qu'on veut. En plus de cibler ce qu'on veut éclairer, pour mieux éclairer, il faut travailler sur le temps
formes d'éclairage. Donc là, c'est en Suisse que je suis allée faire cette photo, mais partout en France maintenant, on en a. C'est ce qu'on appelle des villes et villages étoilés. En fait, ce sont des endroits où, à partir de 11 h et jusqu'à 4-5 h du matin, on va éteindre. Parce qu'on se rend compte que la nuit, c'est pas la peine de comme en plein jour. Donc, voilà. Il y a plein de communes partout en France qui ont ce label, ville et village étoilés. Et donc, ça permet comme ça de protéger le ciel. Alors, j'insiste sur, donc à gauche, vous avez quand c'est encore éclairé, et à droite, vous avez quand c'est éteint. Mais sur la photo de droite, on voit quand même qu'il reste de la lumière. Et tout au fond, là-bas, à droite dans l'image, ce que vous avez, c'est Genève et le lac Léman. Donc cette zone-là, ça s'appelle le Val de Rue, cet endroit, ils ont beaucoup travaillé sur l'obscurité, ils ont beaucoup travaillé pour éteindre, c'était vraiment un gros travail. Et quand ils ont fini d'éteindre, ils se sont rendus compte que finalement, au sol c'était obscur, mais leur ciel restait lumineux à cause de ce halo créé par Genève et les alentours. Et c'est là que je suis très optimiste, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Vu qu'ils sont gênés, ils vont aller toquer à Genève, à la ville d'à côté, et expliquer leur démarche, et dire comment ils pourraient faire. Et effectivement, Genève est en train de travailler sur comment éteindre pour justement régler le problème. Donc en France, c'est pareil, je vais vous en reparler, on a ce qu'on appelle des réserves de ciel étoilé, et elles sont en communication étroite. Par exemple, les Pyrénées sont impactées par la lumière de Barcelone, qui est à 250 km. Donc les Pyrénées travaillent avec Barcelone, et Barcelone est en train de commencer à réduire sa lumière. Pareil, les Cévennes travaillent avec Montpellier, qui éclaire énormément et gêne toute l'obscurité qui est faite au-dessus des Cévennes. Donc voilà, j'aime beaucoup cette nécessité de se concerter et d'aller voir autour de soi pour éviter l'impact négatif. Le troisième volet pour mieux éclairer, c'est de diminuer l'intensité lumineuse. Moins éclairé, en fait, notre œil s'habitue. On y voit tout autant en éclairant beaucoup moins. D'ailleurs, on y voyait très bien avant, je vous ai dit, on éclaire 2 fois plus qu'il y a 20 ans, et à 20 ans, on y voyait très bien. Voilà. On a tendance, depuis l'apparition des LED, à éclairer énormément, et tout ça pour rien. Je connais un maire qui a décidé dans sa commune donc, de baisser l'intensité lumineuse de 50% de tous les lampadaires. Sur le coup, les habitants n'ont pas été très chauds. Il a dit on se revoit dans une quinzaine de jours et on fait le point. 15 jours après, il y a des habitants qui sont revenus le voir et qui lui ont dit finalement, tu as remis la lumière comme avant, heureusement. Et il leur a dit non, j'ai laissé la lumière baisser. On est à moins de 50%. Seulement entre-temps, votre œil s'est habitué et vous avez l'impression que vous y voyez comme avant. Donc voilà, c'est ça l'idée aussi. Et toutes ces mesures de mieux cibler ce qu'on éclaire, de baisser l'intensité, d'éteindre à certains moments de la nuit, c'est ce qui se fait dans ce qu'on appelle des réserves de ciel étoilé, les RIS. On a la chance en France d'en avoir 5. C'est une situation unique au monde. Donc il y en a une dans les Cévennes, il y en a une dans les Pyrénées, il y a le Mercantour, le plateau des Mille Vaches et le Morvan. Et il y en a d'autres qui se préparent. Voilà, donc parce que ça a un intérêt pour elles. Alors, il ne faut pas croire qu'avoir ce label réserve de ciel étoilé, ça s'obtient comme ça en claquant les doigts. Les démarches sont très importantes. Là, par exemple, on est sur une zone en Suisse qui essaie désespérément depuis de nombreuses années d'avoir ce label et qui ne l'a pas. Et pourtant, vous voyez que le ciel est magnifique, on est dans un endroit où on a un beau ciel étoilé, ben, ça ne suffit pas. Donc, il y a des contraintes énormes. Il y a tout un travail pour être réserve de ciel étoilé. On s'engage sur le long terme et en plus on s'engage aussi sur la durée à diminuer encore plus tard. Donc il y a plein de choses et ça oblige la concertation avec tous les villages de la réserve et les villages et les villes qui sont autour. Donc comme je vous disais, moi à la base le concept de réserve de ciel étoilé ou autre, les réserves ça me fait peur parce que je me dis on fait les choses bien là, et puis en dehors, on fait n'importe quoi, on se permet tout. En fait, par rapport à la lumière, c'est pas
ça ne sera pas du tout la même situation, parce que justement, comme la lumière au voyage à l'infini, ben, on est gêné par la lumière des voisins, donc quand on est dans une réserve de ciel étoilé, on va justement travailler, et petit à petit, autour, on voit petit à petit les autres villes. Moi, j'habite dans les Cévennes, et Alès a énormément travaillé justement sur ça, et pour éteindre. Et moi, il y a 4 ou 5 ans encore en arrière, quand je revenais de mes sorties nocturnes à 3 h du matin, la rocade était complètement allumée. Il y avait des enseignes lumineuses de tous les magasins qui étaient allumés. Maintenant, la rocade est quasiment noire. Une exception de temps en temps d'un magasin qui n'a encore rien compris et qui laisse son enseigne allumée. Mais voilà, les lampadaires sont éteints et du coup, le privé aussi a compris que c'était dans son intérêt d'éteindre. Donc ça fait vraiment plaisir, parce que la nuit, on circule dans une ville qui est dans une lumière très tamisée, très douce, et on peut voir les étoiles. Donc ça, c'est vraiment très très important. Il faut savoir quand même qu'en éteignant, on a un triple effet. On a un effet économique. La ville d'Alès utilise des millions d'euros en éteignant. Donc, voilà, si vous pouvez vous faire l'intermédiaire auprès de vos mères et leur dire que ça va leur parler, ça, que l'impact économique, en ce moment, on y est tous, il est très important. Il parlera sûrement plus aux élus que l'impact écologique, malheureusement, et je vous en ai parlé, par rapport aux animaux, c'est très important d'éteindre. Et puis, pour un mandat aussi, ce qui est important, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire qu'un maire, s'il éteint, le lendemain, il récolte les lauriers de son travail, parce que de suite, c'est l'effet positif. Et ça, c'est aussi important, et ça peut être mis dans la balance quand il faudra convaincre. Et je ne connais aucun endroit qui ait regretté de commencer à éteindre. Une fois qu'on a fait la démarche, on est enchanté, on retrouve une qualité de ciel qui est... Donc, éteindre, voilà, pour rallumer les étoiles. En ville, on peut en voir 10 sur Paris. La dernière fois, j'en voyais 2. Là, on peut en voir 2000, 3000. Certaines personnes pensent que sur les photos, j'ai rajouté des étoiles. Et ils viennent et grattent. Et en fait, non. C'est juste qu'il faut apprendre à sortir la nuit dans des endroits qui sont protégés de la lumière, comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Là, nous sommes dans les Cévennes, le lac des Pises, où il y a un observatoire, justement. Et donc, on a une qualité de ciel qui est aussi magnifique. Alors, il est vrai que 60% des Européens de chez eux ne peuvent plus voir la Voie lactée. Voilà, ça, on ne se le cache pas. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire. Et comme 60% ne la voient plus, eh bien, il y a des tas de personnes qui ne réalisent pas que la Voie lactée est au-dessus de notre tête toutes les nuits. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça. Moi, sur mes expositions, il y a des gens qui me disent « Ah oui, une fois dans le Sahara, j'ai vu la Voie lactée. » Moi, là où j'habite, dans les Cévennes, à 40 km d'ici, je vois la Voie lactée tous les soirs. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on récupère. Il n'est pas normal d'aller à l'autre bout du monde pour voir quelque chose qui est au-dessus de notre tête. À New York, il y a quelques années, il y a eu une panne généralisée. Ni une ni deux, ils ont tous appelé les secours parce qu'il y avait un nuage argenté dans le ciel et ils pensaient à une alerte chimique. C'était la Voie lactée qu'ils n'avaient jamais vue et qu'ils découvraient. Et je le comprends tout à fait, hein, sans exagérer. Moi, quand j'invite des amis, la Voie lactée, certains soirs, est tellement visible que la dernière fois, il y en a qui m'ont dit « Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas de nuages. Qu'est-ce que c'est ces nuages-là, juste au-dessus de notre tête, très localisés en plus ?» Et je leur ai dit « C'est la Voie lactée. » Mais ça fait tellement blanc qu'on pourrait prendre ça pour des petits nuages. Donc il faut redécouvrir ce spectacle-là. Regardez le ciel la nuit, c'est vraiment très très important. Ça nous permet de prendre du recul. Avec cette image, je voulais montrer que la Terre est fragile. On est tous embarqués sur ce petit caillou et qui est infiniment petit à l'échelle de l'univers. Et montrer qu'on a un caractère vraiment exceptionnel.
exceptionnel et qu'il ne faudrait pas tout gâcher parce qu'on n'a pas de solution de rechange. La nuit aussi nous permet de mieux prendre conscience de certaines choses, notamment que nous filons à toute allure. On pourrait se croire immobile dans l'espace, et nous filons à plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Là, en ce moment, on est un peu comme des toupies dans un manège. On est, voilà, il y a plein de mouvements, c'est très violent en fait ce qu'on vit. Et la nuit peut permettre de prendre conscience de ça, alors que la journée, on n'en a pas moyen. On sort souvent la nuit parce que ça nous apporte beaucoup de calme par rapport à nos vies trépidantes. Hein. Mais finalement, moi, je me suis rendu compte en montrant cette photo à des enfants qu'eux, ils y perçoivent autre chose. Ils me disent que j'ai capté une tempête d'étoiles. C'est ça qu'ils disent. Et finalement, ils n'ont pas tort, parce qu'à l'échelle cosmique, c'est pas notre vie qui est trépidante, hein, c'est tout ce qui se passe dans l'univers qui est trépidant. Et nous, à notre échelle, à l'échelle de l'univers, ce qui se passe, c'est insignifiant. Il ne se passe rien sur Terre. Donc, voilà, cette image, elle permet de montrer que tout est relatif, finalement. Le calme peut être sur Terre ou dans le ciel, suivant ce qu'on veut. Moi, je rêvais d'aller sur le désert de l'Atacama, au Chili, pour voir les plus grands interféromètres au monde. Et finalement, je me suis rendu compte que nous avions le deuxième plus grand en France. Cette photo a été faite en France, dans les Alpes, sur le plateau de Bure. Et je suis allée là donc pour photographier en même temps, vous la voyez à droite, la comète. C'était il y a 2 étés de ça, la comète Neowise. Alors moi j'avais vu une comète en l'an 2000 et plus aucune comète était prévue jusqu'à la fin de ma vie, donc j'étais déçue. Et quand quelques mois avant on nous a annoncé qu'il y aurait une comète qui passerait pendant tout l'été, qu'elle serait visible, j'étais dans un état, donc j'ai été la photographier tout là-haut, aux portes des étoiles. Et ce site, le plateau de Bure, est vraiment magnifique. Alors ça monte, il y a un gros dénivelé, mais c'était vraiment extraordinaire. Et j'ai dormi là-haut en contemplant la comète. Un autre phénomène qu'on ne peut voir que parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale. Alors, à gauche, vous avez la Voie lactée. Non, pardon, à droite, excusez-moi. À droite, vous avez la Voie lactée. Et à gauche, vous la voyez, cette lumière bien plus bleutée et très froide qui monte en diagonale. C'est ça qui s'appelle la lumière zodiacale. En fait, ce sont des poussières dans le système solaire qui sont éclairées par le soleil et qui vont diffuser la lumière jusqu'à nous. On le verra à peu près 1h30 après le soleil couchant et 1h30 avant le soleil levant. Donc c'est à un moment donné, ça dure à peu près 1 heure et c'est vraiment très beau à voir, c'est un phénomène. Alors il faut être dans un endroit complètement sans lumière, pas de lune, pas de nuages, et que ce soit dégagé côté ouest, sud-sud-ouest. Donc c'était vraiment très important. Alors je ne dis pas de lumière parasite, malgré tout, là vous voyez qu'en dessous, la tête orangée que vous voyez, c'est une ville, je pense que c'est Méruès, dans les Cévennes. Donc il y a un peu de pollution lumineuse. À l'œil nu, c'est très faible. Sur la photo, ça se voit beaucoup plus. Voilà. Donc en jaune, c'est la pollution lumineuse et au-dessus, c'est la lumière zodiacale. Un autre phénomène qu'on peut voir que la nuit et qui est absolument extraordinaire, ce sont les étoiles filantes. Donc, on a l'habitude de parler de celles qu'on voit au mois d'août, mais il faut savoir qu'il y en a toute l'année en fait. Et en ce moment, au mois de novembre et décembre, il y en a les Léonides et les Géminides qui font plein d'étoiles filantes. Donc si vous avez le courage de sortir et de passer 1 heure dehors, vous verrez des étoiles filantes en ce moment. Tous les 33 ans, au mois de novembre, il y a ce qu'on appelle une tempête d'étoiles filantes.
En 1833, en une nuit, il en est tombé 240 000. 240 000 étoiles filantes. Vous imaginez le nombre de vœux qu'on peut faire. La prochaine tempête est prévue pour 2032. Donc là, ça sera à noter dans votre agenda et à ne pas rater parce que, voilà, ils pensent que ça sera un spectacle extraordinaire. Malheureusement, quand on regarde le ciel, de temps en temps, ce ne sont pas des étoiles filantes, et de plus en plus, ce sont des satellites. Donc là, c'est une photo qui a été prise en 1h30. Donc j'ai posé pendant 1h30 une portion du ciel, et voilà tout ce qui est passé comme satellite. C'est vraiment impressionnant, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, pardon. Vous avez sûrement entendu parler de SpaceX et des Starlink. SpaceX a prévu donc d'envoyer 42 000 satellites dans l'espace. Avant, déjà on parlait très longtemps, enfin il y a une dizaine d'années, on disait qu'il y avait déjà trop de satellites, il y en avait 3 000. Et là, ils en envoient 42 000. Par train, ça a commencé pendant le confinement, on en a entendu parler. Alors, ça a fait scandale un peu parce qu'on voyait les trains de satellites parce que c'était éclairé par le soleil. Et donc on les voyait vraiment, c'était très impressionnant. Maintenant, vous ne les verrez plus parce qu'ils les ont peints en noir. Donc ils ne vous gêneront plus. Mais c'est complètement hypocrite parce qu'ils sont quand même là. Et l'observation par les astronomes, il y a énormément de recherches astronomiques qui se fait encore en France du sol et pas de l'espace. Et cette observation astronomique, la recherche, où on a engagé beaucoup d'argent, elle est énormément gênée par ces satellites parce qu'ils vont laisser une trace noire. Il faut imaginer que tous ces traits là, en fait, c'est le satellite qui passe, donc une trace noire. Et si les chercheurs veulent observer une étoile ou un objet céleste qui est derrière, ils ne peuvent pas. Donc ils sont gênés par ça. Ce qui est en plus dommageable, c'est que Amazon, par exemple, compte faire la même chose et envoyer lui aussi 40 000 satellites dans l'espace. Chaque grande entreprise compte faire pareil et avoir son propre réseau Internet. On en est là en fait parce que le ciel n'appartient à personne. Le ciel n'est pas protégé juridiquement. Et à partir du moment où il appartient à personne, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec. Il y a des projets fous de publicité la nuit, en grand. Vous verrez écrit Mars toute la nuit, au-dessus de votre tête, à la place des étoiles. La Chine avait le projet de construire une lune géante au-dessus de la Chine. Comme ça, on économisait, on pouvait certes éteindre tous les lampadaires. Et cette lune est éclairée. Le problème, c'est que notre sommeil a besoin d'obscurité, on a besoin d'obscurité. Et les jours de pleine lune, c'est véridique, nous dormons moins bien. Donc vous imaginez l'impact d'une lune perpétuelle au-dessus de nos têtes par rapport à la nature, par rapport à nos animaux, par rapport à nous. C'est vraiment énorme. Alors ces projets pour l'instant ont été abandonnés justement parce qu'il y a des gens qui se mobilisent. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une pression folle pour conquérir ce ciel qui pour l'instant n'est pas assez rentable, il faut le dire comme ça. Alors, pourquoi voir le ciel? C'est pour rêver, pour s'émerveiller. C'est quand même contempler, on le disait tout à l'heure, contempler un trésor qui doit rester accessible à tous. On n'a encore une fois pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour pouvoir contempler le ciel étoilé. J'avais demandé à des collégiens pourquoi, pour eux, il était important de voir le ciel étoilé, et la réponse était assez surprenante. C'était plus que pour rêver et s'émerveiller, c'était pour se sentir libre. Vous imaginez l'impact que ça a donc de supprimer ce ciel étoilé à ces adolescents, quand c'est ça qui apporte un sentiment de liberté. Et peut-être que nous, adultes, on oublie que c'est ça aussi que ça nous apporte de regarder les étoiles de la nuit. Si jamais on vous faisait une pub et qu'on vous proposait un espace avec moins de jugement, moins de pression sociale, un temps où vous pouvez vous évader, être apaisé, faire de l'introspection,
je parie que vous seriez tous prêts, on serait tous prêts à payer cher pour ça. Mais nous l'avons au-dessus de nos têtes. Encore une fois, la nuit nous offre tout cela. Il suffit juste de la reconquérir. Donc il faut vraiment se battre pour la protéger. On y a accès gratuitement, et c'est ce gratuitement qui est justement dommageable pour la nuit, mais c'est pour ça qu'il faut se battre. Quand je sors la nuit, j'éprouve un grand bien-être. On me demande souvent si je ne suis pas fatiguée une fois que je reviens, mais au contraire, c'est comme si j'avais fait un grand voyage et que j'étais partie à l'autre bout du monde, alors qu'en fait, j'étais juste à quelques kilomètres de chez moi. Donc ça fait vraiment du bien. Et je vais vous inviter à me suivre dans une de mes sorties avec la lune, justement. Vous voyez qu'avec la nuit, on est vraiment sur notre temps, notre rythme. C'est plus du tout la course effrénée de la journée. C'est vraiment très important aussi de pouvoir vivre ça. Si je vous montre cette photo, il y a toujours la lune là aussi. Mais c'est parce que cet arbre est très particulier. C'est le plus vieux genévrier au monde. Nous l'avons en France, dans les Pyrénées-Orientales. Il a 1800 ans. C'est énorme. Il y a donc 50 générations d'hommes qui sont passés à ses pieds et qui ont pu l'admirer. On peut voir aussi les choses dans l'autre sens. Il a vu passer 50 générations d'hommes, il a vu des phénomènes astronomiques extraordinaires, il a vu tout un tas de choses. Donc quand on va à ses pieds, il respire cette magie de la nuit. C'est vraiment, je trouve qu'il dégage une énergie qui est très très forte et à laquelle on ne peut pas être insensible. Et donc je suis allée juste me promener avec la frontale autour de lui pour montrer un peu cette magie-là. Donc ce que vous voyez autour de lui, c'est juste moi qui passe avec une frontale autour de lui. L'idée aussi, c'est que petit à petit dans mon travail, donc j'ai démarré dans mon travail passionnée par les étoiles, passionnée par la nuit, le ciel étoilé, et puis ça a dévié petit à petit. Je me suis rendu compte que ce qui me passionnait de plus en plus, finalement, c'était l'obscurité. Et c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur en ce moment. En refusant la nuit, en fait, on refuse la finitude des choses, on refuse que les choses s'arrêtent. Et on doit, dès notre plus jeune âge, apprendre à gérer cette peur de la nuit. Il faut accepter que la nuit arrive. Donc laisser tout éclairer tout le temps, c'est symptomatique du fait qu'on a peur de la nuit et qu'on n'accepte pas de découvrir ce qu'elle a à nous offrir. En tant que parent, je sais qu'on peut avoir tendance à laisser une veilleuse allumée à nos enfants. Mais finalement, on véhicule à ce moment-là le message que la nuit, c'est quelque chose qu'il faut craindre. Alors que, une fois qu'on a accepté qu'il fasse tout noir, eh bien on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'il est possible de voir et qu'on ne peut voir que parce qu'il fait noir. Donc, dès notre plus jeune âge, on doit apprendre à gérer cette peur. Elle va nous révéler tout ce que la journée nous cache. Marguerite Duras disait que la nuit, tout est plus vrai. Alors, je suis allée justement à la rencontre de cette expérience du noir total. C'est tellement compliqué que je suis allée sur le Larzac. Il y a des buissières, ce sont des espèces de couloirs de buis dans lesquels on peut aller marcher. Et ce buis, à certains endroits, est tellement dense que la lumière des étoiles ne passe plus. Donc là, au début, on voit un peu les étoiles, mais après, c'est fini. Alors,
L'animation, je l'ai faite en éclairant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous montre. Et puis quand j'ai été là-bas tout au fond, eh bien j'ai tout éteint. Et je vous assure que là, c'est une expérience qu'il faut vivre, qui est vraiment très très forte, parce que ça change complètement, nos sens ne sont plus les mêmes. D'un seul coup, nos yeux ne servent plus à rien du tout, alors qu'en général, nous fonctionnons presque à 100% sur les yeux. D'un seul coup, nous sommes privés de la vue. Les autres sens vont prendre le relais instantanément. On va se mettre à entendre de façon très forte tous les sons et on va se retrouver dans un statut qui, pour moi, est très important, c'est de prédateur, que nous sommes dans nos journées. Nous allons passer à un statut de proie. Et ça, c'est important de temps en temps, pas tout le temps évidemment, mais de vivre cette expérience, parce que ça permet de relativiser les choses. Donc là, tout seul, dans le noir, vous pouvez imaginer que vous vous mettez à écouter les bruits, qu'il n'y en ait pas des qui sont un peu bizarres, qui sont près, qui sont loin, qu'est-ce que c'est, on analyse tout. On se met à entendre des bruits que la journée, moi j'ai fait l'expérience en plein jour. Il y avait des voitures d'une autoroute qui étaient loin, je ne l'entendais pas la journée. La nuit, on l'entend, on va tout détecter. On va être aussi très sensible à tout ce qui est sensation de chaleur et de froid sur la peau. C'est un sens qui se développe et qui est très fort du coup. Par exemple, s'il fait très froid, que d'un seul coup vous ressentez du chaud, vous allez vous dire que quelqu'un s'approche et que c'est pas normal et que vous allez commencer à avoir les sens en alerte. Si vous voulez vous mettre à marcher, vous allez faire attention à tout ce qui se passe sous la plante de vos pieds, à analyser la sensation sous le dessous de vos pieds. C'est une chose qu'on ne fait jamais dans notre vie après le reste du temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et puis, si on ne fait pas de bruit, on peut avoir la chance d'avoir donc ce son-là, c'est le son de la chouette-hulotte. Maintenant que j'ai déménagé à Saint-Paul-la-Coste, j'en ai une qui habite juste à côté et toutes les nuits je l'entends. Et c'est vraiment magique. Pour moi, c'est très personnel, c'est le plus beau son nocturne qui existe parce qu'il est à la fois varié, vibrant. Je me retrouve plongée, je me dis, au Moyen-Âge, quand ils entendaient ça, ça devait être vraiment presque flippant. Et donc voilà, maintenant on sait ce que c'est, mais quand même, il y a une espèce de magie qui, à chaque fois, je ne m'en lasse pas. Et donc ça, elle participe aussi, cette chouette et ces sons nocturnes, à être dans ce qu'on appelle l'instant présent. Quand on entend ces bruits, on ne pense plus à rien d'autre qu'à là où on est et à ce qu'on entend. Il y a Michael Fossel, un philosophe, qui dit qu'il n'y a qu'ainsi, quand on est dans l'instant présent, que nous devenons hibou, justement. Par cette expression devenir hibou, il veut dire qu'on peut s'identifier à tout ce qui nous entoure, s'identifier à la faune, et après, ensuite, quand on va revenir, être ambassadeur et pouvoir les protéger. La renarde, on va pouvoir s'identifier à elle, le hibou, etc. Et tout ça, donc, je disais, il n'y a que dans des conditions qui sont intenses qu'on va pouvoir être dans l'instant présent. Je vous parlais tout à l'heure d'aller voir les étoiles filantes. Si vous y allez au mois d'août, moi, quand j'y vais au mois d'août, je vois, quand il fait bon, on n'est pas vraiment dans l'instant présent. On peut très bien, je ne dis pas qu'on va le faire à tous les coups, hein, mais on peut très bien aller voir les étoiles filantes et les regarder en parlant d'autre chose avec les gens avec qui on est allé, en pensant à autre chose, juste regarder les étoiles filantes, mais ne pas être dans cet instant présent. Par contre, quand on y va au mois de décembre, qui fait très froid, là sur cette photo vous avez une tempête de neige, il y a beaucoup de vent, de la neige, le froid, on a moins 10, on est obligatoirement dans l'instant présent. Parce que sinon, en fait, on se met en danger. Si on ne fait pas attention, on n'est plus un prédateur, on est plus à l'état de proie, on se rend compte qu'on a une situation très fragile. L'homme n'est que peu de choses par rapport aux éléments. Et ça va nous permettre de vivre la situation plus forte. Vous remarquerez que ce sont ces situations-là que des années plus tard, vous vous rappellerez. Alors que si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne vous en rappellerez pas. Ça passera, ça sera un moment comme un autre, ça va glisser.
imaginez seul avec ce vent, avec cette ambiance. Et donc, c'est ça aussi qui est important et qui est beau à vivre. Alors, on me demande souvent si je n'ai pas peur la nuit. Alors, effectivement, oui, j'ai un frisson la nuit, mais c'est aussi ce que je recherche. Après, ce n'est pas une vraie peur, ce n'est pas une peur... je sais que je ne risque absolument rien. On risque beaucoup plus en ville que dans la nature, tout seul. À partir du moment où vous êtes en adéquation, en osmose avec votre environnement, respectueux de ce qui vous entoure, à l'écoute, justement, encore une fois, dans cet instant présent, et que vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne vous mettez pas en danger, vous ne risquez rien. Et après, donc justement, on va découvrir grâce à ça des choses qui sont exceptionnelles. Kant disait que la journée est belle, mais la nuit, elle est sublime. Et par ce mot sublime, il parle d'inquiétude respectueuse. Effectivement, le frisson, il est là. On est au-delà de l'imaginable. On est face à quelque chose qui va élever notre esprit. Et c'est ça qu'on va rechercher quand on va sortir la nuit. Donc il faut aller effectivement au-delà de notre situation confortable, mais ça va nous apporter beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et moi, je rêve que chaque enfant puisse vivre cette expérience. Alors pas tout seul, évidemment, mais accompagné de ses parents, de ses grands-parents. Il est important d'amener nos enfants vivre cette expérience de la nuit, se créer ces émotions, se créer des souvenirs pour plus tard. Savoir en fait que cette nuit et que ce ciel étoilé, ça existe, pour avoir envie ensuite de le protéger. Les spécialistes parlent, il y a un terme pour ça, ça s'appelle l'amnésie générationnelle environnementale, c'est-à-dire que si, enfant, vous ne créez pas l'émotion, plus tard, l'adulte ne se battra pas pour que ça continue. Si, enfant, on ne le met pas face au ciel étoilé, en grandissant, l'adulte, dans sa vie professionnelle ou familiale, ne se battra pas, n'intégrera pas le ciel étoilé dans tout ce qu'il va faire. Donc, si on est tous dans cette situation-là, la génération future va laisser le ciel étoilé disparaître, ne se battra pas. Donc il est vraiment très important. Moi j'ai 3 enfants et je les ai souvent emmenés avec moi en sortie nocturne. Ils ont des souvenirs de bras aussi, voilà, avec des peurs, parfois aussi. On s'est retrouvés, on s'est installé à un endroit qu'on pensait tranquille et on a un cerf qui est passé à 2 mètres de nous, qui s'est arrêté dans notre dos. Nous ne nous voyons pas parce qu'il y avait des arbres entre et qui a bramé à 2 mètres de nous. Donc vous imaginez que ma petite dernière, elle devait avoir 6 ou 7 ans. Ça a été un vrai choc. En même temps, voilà, ça a créé quelque chose. Elle savait qu'on était là, qu'elle ne risquait rien. Et ça, on en parle maintenant en rigolant et on se rend compte que ce sont des émotions fortes, mais c'est ça qui va jalonner l'enfance et qui fait ensuite qu'on se construit là-dessus. Et puis, il y a une question très importante qu'on n'a pas encore abordée, c'est que la nuit nous fait poser des questions existentielles. La plus importante, celle qui fait que quand on regarde le ciel étoilé, on se demande, sommes-nous seuls dans l'univers? Donc ça, les scientifiques se partagent en deux. Fermi pensait que oui. Et il y a encore de nombreux scientifiques qui pensent que nous sommes une exception à l'échelle de l'univers. Et puis, il y a aussi des scientifiques très sérieux, dont un prix Nobel récent, en 2019, Didier Queloz, qui pense que d'ici une centaine d'années, nous aurons trouvé une forme de vie extraterrestre. Voilà, donc à partir de maintenant, quand vous regarderez le ciel étoilé, vous pourrez vous aussi vous demander si vous préférez que plus tard nous trouvions une autre forme de vie ou pas dans l'univers. Dans tous les cas, ce qui est important vraiment, c'est que nous continuions à sensibiliser nos enfants à la beauté de ce ciel étoilé. Je tiens vraiment à ce que nous emmenions nos enfants voir ce ciel, découvrir cette nuit. Alors, pourquoi, j'en reviens à mon lotissement du départ, pourquoi un lotissement certes, mais pourquoi éclairer la nuit? À quoi ça rime que les rues restent allumées? Et d'autant plus que ce sont souvent des enfants qui habitent dans ces lotissements et que ça les empêche comme ça. Donc je rêve
que justement, dans tous ces lotissements, les lampadaires soient éteints la nuit, que ça devienne possible. C'est pas compliqué, il suffit juste d'éteindre pour que chaque enfant puisse regarder par la fenêtre, rêver, voir peut-être Jupiter, Saturne, la Lune qui se lève, avoir un frisson, avoir envie d'ouvrir la porte. Je tenais une conférence il y a quelques semaines devant 300 scolaires et après j'ai eu des retours et il y en a qui ont dit à leur maîtresse que suite à la conférence, ils avaient avec leur papa ouvert la porte et ils étaient sortis juste dans la rue, dans le jardin et que voilà, ils avaient adoré l'expérience, qu'ils n'avaient jamais fait avant et certains étaient même allés voir, avaient dit qu'ils allaient voir le maire, où le papa connaissait le maire et ils allaient voir le maire pour éteindre, parce que c'est très simple. Parfois, nos élus ne savent même pas que c'est possible. Encore de nos jours, c'est incroyable, mais certains élus ne... Et si on vous dit qu'il y a des problèmes plus importants dans la vie à régler, on n'est pas obligé de régler un problème après l'autre, on peut en régler plein en même temps. L'humain est assez complexe comme ça, et celui-là, il est simple de problème, alors pourquoi attendre que tous les autres soient réglés avant de régler celui-là? Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et donc, toutes les photos que vous avez vues et le texte aussi, tout ce que j'ai dit, c'est développé beaucoup plus dans ce livre qui s'appelle Il était une fois la nuit et qui est paru aux éditions La Salamandre. C'est des éditions suisses qui travaillent beaucoup sur la nature. Donc vous le trouverez dans toutes les librairies, sur Internet et aussi sur mon site. Voilà, merci à vous. Et maintenant, je peux répondre à vos questions. Si vous voulez revoir une photo, si vous avez des questions sur... Donc, vous voyez la violence de la lumière. Hein. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas dites parce qu'après... mais c'est vrai que quand on sort la nuit, notre œil, il met 2 heures pour s'habituer totalement à l'obscurité. On entend dire un quart d'heure, une demi-heure, ça suffit. Non. Il faut vraiment beaucoup plus que ça. Donc, voilà. Et si entre-temps vous éclairez, ben, vous annulez tout l'aspect positif de la chose. Et au bout de ces 2 heures, vous serez capable de voir plein d'étoiles. Alors que c'est vrai que si vous sortez et que vous êtes juste dans une zone un peu éclairée, vous vous dites non, on ne peut pas voir tant d'étoiles que ça. Donc là, vous avez vu comme c'était violent, pensez aux animaux qui se prennent des phares de plein fouet. Donc, si vous avez des questions. Oui, moi je voudrais vous poser une question. Vos photos sont absolument magnifiques. Merci. Mais on dirait presque qu'elles sont truquées, quoi. Je ne pense pas, mais la question que je me posais, c'est il y a toujours un fond jaune, orangé ou plus clair en arrière-plan. D'où ça vient? C'est la pollution lumineuse. D'ailleurs. Enfin, de plus loin. De peu plus loin, des fois près, des fois plus loin, mais toujours. Je peux vous en remettre. Là. En arrière-plan, il y a toujours un fond clair, quoi. Toujours. Alors attendez, toujours. Là. Là, il y a la lune. C'est ce qui fait que le dessus. Alors, les photos sont très contrastées, là, en fait, elles sont plus douces, normalement. Là, il y a la lune dessus. Donc, une lune en forme de croissant, donc on peut voir les étoiles. Là, c'est la pollution lumineuse, c'est les gorges d'armes. Voilà. On est pourtant dans une réserve de ciel étoilé. Oui, mais à l'œil nu, on va la voir un peu cette lumière. Et la pose, en fait, je fais des poses. Donc, en photo, si vous faites une photo clic-clac, c'est tout noir. Oui. Donc, il faut être sur trépied, faire une pose qui dure 30 secondes. On ne peut pas faire plus parce qu'après, il y a la rotation de la Terre. Et donc, pendant ces 30 secondes, il y a plus de lumière qui rentre. Donc, ça va capter la lumière qui est au lointain. Donc cette lumière, en fait, ne s'atténue pas, hein, donc c'est toujours la pollution lumineuse. Mais il y en a toujours. Ben, partout. En même temps, s'il n'y en a pas, je ne peux plus faire de photos. Parce que c'est ce qui va justement faire joli à petite échelle. S'il y en a trop, c'est très laid. D'accord? Vous avez vu le Mont Saint-Michel au début, c'est terrible, c'est pas bon. Voilà. Mais quand il y en a un peu, de toute façon, il restera toujours un peu de lumière. Voilà, ça va rajouter ce côté esthétique qui va faire ressortir les silhouettes en arrière-plan. Donc, voilà, je vais exploiter ça. Si
celle-là, il y en avait partout, oui. On est en France, mais même, ouais, c'est normal. Après, il faut savoir que la lumière, le ciel aussi émet de la lumière. Donc, si on avait un ciel vraiment pur, hein, il y a des qualités de ciel. Quand le ciel est complètement pur, chose qui n'existe pas en France, mais on peut s'en approcher à certains endroits, les étoiles peuvent faire de l'ombre. Vous pouvez avoir l'ombre au sol, comme la lune. Vous savez, vous pouvez avoir l'ombre de la lune. Mais les étoiles de la Voie lactée, on peut avoir l'ombre. Vous imaginez que la Voie lactée, ça éclaire. C'est très puissant, en fait. Voilà. Donc, c'est que nous éclairons aussi. C'est très puissant face à nos éclairs. En 20 ans, 2 fois trop de lumière, on peut revenir en arrière. Et sinon, par rapport au trucage, je fais aussi des stages photo. Et les stagiaires, c'est des stages qui durent 2 nuits. Et les stagiaires qui partent avec des photos dans ce style. Après, moi, je vais les aider à repérer les endroits beaux. C'est ça la difficulté de la nuit, finalement. C'est trouver les endroits qui sont photogéniques et apprendre à utiliser son appareil. Mais une fois qu'on sait utiliser son appareil et qu'on a les endroits, on fait des photos comme ça. Oui. Oui, Henrietta Denis, soyez la bienvenue. Bravo, parce que ces photos sont absolument magnifiques. Et je vous suis depuis un certain temps. Je vais même faire un stage photo dans les Cévennes qui a été annulé il y a 2 mois. Malheureusement, on va attendre l'année prochaine. Voilà. Et je vous rappelle de vos macros qui étaient aussi très très belles. Mais effectivement, je suis beaucoup plus séduit par le ciel, par la hauteur, plutôt que s'abaisser. C'est un magnifique plaidoyer pour les politiques, puisque si vous voulez, vous avez un magnifique dossier qui va dans le sens, on va dire, économie d'énergie. À l'heure où on parle de coupures de courant qui vont tourner toutes les 2 heures, etc. Je ne comprends pas, à vous écouter, comment les politiques ne prennent pas en compte ce type d'argumentaire. Il y a un argumentaire d'abord magnifique, photographique, un argumentaire, on va dire, physique sur la lumière et les espaces. Et il y a un argumentaire incroyable pour le politique qui va se dire tiens, voilà quelque chose qui va permettre de convaincre les quelques citoyens restants d'éteindre tout. Et si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi. Ou alors il faut prendre un bâton de pèlerin et aller voir au moins tous les maires du Gard dans un premier temps et faire le Gard étoilé. J'en sais rien. Après, moi, à l'échelle de la France, je suis très optimiste. Quand j'ai fait mon tour pour essayer de faire des photos, sur les 5 années, à la fin, j'avais du mal. Je cherchais une photo qui dénonce la pollution lumineuse de manière excessive. J'ai eu du mal à trouver de manière excessive. Il y a la pollution lumineuse un peu partout, mais c'est pas excessif. Voilà, on commence déjà. Il y a plein de villes et villages étoilés. Évidemment, Nîmes. Ce qui est paradoxal parce qu'on est quand même à quelques kilomètres d'Alès, qui fait énormément. Alors, je ne suis pas. Je ne me sens pas l'ambassadrice d'une ville plus que d'une autre, hein. Mais voilà, je vois le travail qui a été fait sur Alès en cette matière-là, et je suis surprise que ça n'ait pas encore d'état sur Nîmes. Et ce serait dommage que ce soit juste par opposition que Nîmes ne le fasse pas, mais je ne comprends pas voilà, pourquoi ça ne se fait pas. Alors que c'est si simple. Et d'autant plus que, je ne l'ai pas dit, pour tellement de choses, il y a une loi qui est passée en 2021. Et dans la loi, à partir d'une heure et demie ou 1 heure ou 2 heures après la fermeture des locaux, toutes les entreprises doivent être éteintes. Il y en a plein qui ne respectent pas. Mais maintenant, ils ont dit qu'ils allaient commencer à mettre des amendes, mais ça fait un moment que les amendes ont dû tomber, ça fait un moment. Il y a encore des entreprises qui ne sont pas au courant, il y a encore des villages qui ne sont pas au courant, etc. Mais il y a une loi qui empêche d'éclairer au-dessus de l'horizon. Hein. Tous les lampadaires doivent éclairer vers le bas. Il y a plein de choses comme ça. La température
aussi est importante. Il y a beaucoup de villes qui avaient investi à l'époque dans des LED bleutés, et en fait c'est interdit maintenant, c'est dangereux pour la santé. Donc après... Et je crois que la mairie n'est pas convaincue par expérience. Et pas convaincu. N'est pas convaincue, elle va dire. Il y Mais... a une écoute, mais quand vous leur dites, mais vous savez qu'il y a une loi sur la pollution lumineuse, et que c'est au maire, c'est le maire, à vrai dire, qui a autorité pour faire appliquer cette loi, ils vont toujours l'examiner sous l'angle de est-ce que vous êtes vous-même très gêné par l'éclairage, par exemple, qui se trouve sur le toit de l'immeuble qui est là-bas, et veuillez prouver que vous avez une gêne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent plaintes, etc. Alors là c'est un vrai délire parce qu'on n'en est plus varié, loi. Voilà, il faut l'appliquer. Point final, il faut l'appliquer. On n'a pas à prouver la nuisance de la lumière. Ouais. Donc je peux vous dire que elle est prouvée. Je suis battue pendant un an. Ouais. Et donc que j'ai pas encore obtenu totale satisfaction puisque la lumière est maintenue jusqu'à 9h30. Auparavant, elle était toute la nuit. Alors, et c'est vrai que les spécialistes, notamment des chauves-souris ou autres, sont désolés parce que toutes ces mesures, effectivement, elles sont, même quand elles sont mises en place, ben les chauves-souris, c'est à la tombée de la nuit. Et on continue encore à éclairer à ce moment-là. Quoi qu'on fasse, de toute façon, voilà, on aura toujours un impact négatif sur la faune, mais oui, non, il faut... L'idée aussi, c'est de faire intervenir les enfants, parce que la vérité, enfin, eux, ils sont vraiment expressifs là-dessus. Le ciel étoilé, la lumière, ça les gêne, c'est vraiment impressionnant quand on discute avec eux. Et peut-être mettre les élus face à des enfants, qui sont quand même l'électorat de demain, la génération de demain, et se dire que on n'en tient pas compte. Alors on est en période de Noël et de festivités. Là aussi, entre les économies d'énergie et tout l'impact négatif que ça a, toutes ces décorations de Noël qui restent allumées toute la nuit, c'est une honte. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, qu'à la tombée de la nuit, qu'au début de la soirée, on les allume, pour le côté festif bien sûr, mais après il faut les éteindre. En fait, il faut penser à éteindre. Quand on va se coucher, il faut que dehors il fasse noir. Voilà, parce qu'il y a une vie qui continue. L'homme est tellement centré sur lui-même que longtemps, il y a encore des gens qui croient que parce qu'ils vont se coucher, tout s'arrête. Ben oui, puisqu'ils arrêtent de fonctionner, le monde aussi. Donc il faut arrêter et être bien plus attentif à tout notre environnement. On n'en est plus là depuis longtemps. C'est compliqué, c'est vrai que j'essaie d'avoir un discours quand même de plus en plus engagé parce que sinon les choses n'avancent pas. Alors à l'échelle de la France, encore une fois, je reste très très optimiste. Les choses avancent énormément quand même si sur Nîmes, c'est vrai qu'elles n'avancent pas. Il y a plein d'endroits qui se bougent. À l'échelle de l'Europe, déjà un peu moins. Quand on va en Espagne, en Italie, alors ils ont certes des endroits plus sombres que chez nous, qui sont moins pollués, mais il n'y a pas de réserve de ciel étoilé, il n'y a pas de démarche volontaire pour éteindre. Ce qui est bien dans notre pays, c'est qu'on a la démarche volontaire d'éteindre. Alors peut-être parce qu'on a trop éclairé à un moment donné, mais au moins on revient en arrière. À l'échelle, par contre, de la planète, c'est une catastrophe. Il y a de plus en plus de pays émergents qui éclairent de plus en plus. Et la lumière, elle nous concerne tous à l'échelle de la planète. C'est pas comme le son ou d'autres choses. Elle se déplace très très loin, elle impacte la faune à l'échelle planétaire. Et je vous parlais tout à l'heure des LED, des mairies qui avaient acheté des LED bleutés et qui du coup se retrouvent avec ça sur les bras. Et la solution qu'ils ont, c'est de les offrir à des pays en Afrique ou autres. Voilà. Encore une fois, les autres pays de la planète ne sont pas notre poubelle. Si nous, on a une loi qui l'interdit, il faut se dire que même si eux, ils n'ont pas encore une loi qui l'interdit, c'est pas bien de leur offrir ça. Oui. Oui, est-ce que
peux vous poser une question technique? Oui. Sur quelques photos, dans le ciel, on voit le ciel étoilé, on voit la Voie lactée, on voit les étoiles filantes, et par moments, on voit des espèces de grosses, je ne vais pas dire taches, mais de grosses... voilà, attendez, non. Alors, non pas, voilà, ceci là. Alors, c'est une espèce de goutte ou de cercle. On le voyait mieux sur une photo que vous avez fixée tout à l'heure à la question. Et si vous voulez, moi je me demandais, vous l'avez fixé sur la première question. Voilà. Celle-là. Alors, en fait, moi j'ai emprunté la macro. Et j'ai apporté tout mon bagage de macro dans la photo de nuit. C'est pour ça, hein, je pense que dans la vie, chaque pas nous amène là où on doit aller, il suffit juste d'écouter. Et donc la macro, moi j'adorais ça parce que dans la macro, pour ceux qui ne savent pas, c'est la photo des insectes et des fleurs qui nous entourent. On est vraiment au ras du sol et on travaille sur un tout petit espace de quelques mètres, 2 mètres même. Et on joue beaucoup sur la lumière, on est toujours en contre-jour et on va travailler beaucoup le matin ou le soir quand il y a des gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau, elles vont faire, c'est un défaut de l'objectif en fait, à faire, quand elles ne sont pas dans le plan de netteté, elles font ces flares, on appelle ça des flares. Voilà, ce que vous voyez là, c'est des gouttes d'eau. Et donc en macro, comme moi j'adore ces flares, je me suis dit que la nuit, il y a de l'humidité, il y a plein d'humidité. Donc je joue avec cette humidité. Et quand il y a de la lumière, on va pouvoir la voir. Donc là, c'est les lumières d'en face qui vont faire le contre-jour. Parfois, ça sera la lune. Pendant la tempête de neige, il y en avait une où il y en avait beaucoup. Je ne sais plus où c'est. Celle où j'ai dit qu'on était dans l'instant présent. Je reviendrai sur celle. Là. Voilà. Là, en fait, ça c'est autre chose. Ça, ce ne sont pas des gouttes d'eau, ce sont des étoiles qui ne sont pas dans le plan de netteté. Donc celle-là, dans le livre, je l'ai mis. On ne peut pas avoir toutes ces étoiles filantes, à moins d'attendre 2032, en même temps. Donc j'ai fait plein de photos. Sur celle-là, ce n'est pas une seule photo, c'est plein de photos. Et j'en ai fait une où j'ai changé la mise au point. Et les étoiles sont floues. Je l'avais dit à mon ami. Voilà. En fait, la nuit, je n'ai pas une technique. J'en ai plein, j'expérimente beaucoup. Et suivant les endroits, quand je vais à un endroit la nuit, j'y passe la nuit. Et je prends le temps, comme au pied du genévrier, d'écouter ce que l'endroit a à me dire et ce que je vais pouvoir faire comme photo intéressante. Donc, on ne fait pas les mêmes photos à 8h du soir, ou 10h du soir et à 3h du matin. Entre-temps, on a déposé, on va dire, c'est un peu comme un oignon, on dépose toutes ces couches de la journée. Et toute la tension, quand on arrive à 10h du soir, on est plus dans l'efficacité, la rentabilité, des choses comme ça, vous voyez. Et puis petit à petit, on va laisser la nuit nous immerger, et on va rentrer dans l'esprit de la nuit, et on va prendre son temps, on ne regarde plus, ça compte plus, on ne ressent plus rien, ni le froid, ni le temps. Voilà. Et il y a des stages justement où on s'est retrouvés gênés au bout d'un moment parce qu'on ne voyait plus la Voie lactée et qu'on était là, on changeait de réglage. Mais tout le monde aurait compris tellement on était dans notre truc. Et en fait, le jour se levait. On avait passé la nuit sans se rendre compte. Voilà, c'était 6h du matin, le jour se levait. Donc voilà, on est dans son truc. Et donc j'expérimente beaucoup. Voilà, c'est là. Là, il y a beaucoup d'humidité dans la nuit. Il ne faut pas y aller une nuit, ça ne va pas marcher à tous les coups. Il y a des nuits où c'est très sec, on ne pourra rien faire. Mais quand l'air est très humide et qu'il y a des gouttes d'eau en suspension, je vais pouvoir les visualiser sur l'appareil photo comme ça. Donc ça, c'est une seule photo. Voilà, et c'est pendant la photo que les gouttes d'eau, parfois, il suffit juste que je les éclaire une seconde avec ma frontale et ça va permettre de les voir. En fait, je m'étais rendu compte en marchant dans la neige que je marchais avec la neige, avec la frontale, je voyais la neige tomber, les flocons. Et si on prend la photo, on ne voit plus la neige tomber. Donc il faut éclairer les flocons. Voilà. Après, c'est très léger, hein, je ne sors pas les gros spots, c'est juste ma petite frontale et ça éclaire juste au-dessus. D'accord. Merci. S'il y a d'autres questions. Non. C'est un peu le paradoxe de la photo finalement. La photo a besoin de lumière, d'habitude on dit
La photo, c'est la lumière, et là, la photo, c'est la nuit. Et pour ceux qui ne photographient pas, il faut savoir que ces images, c'est parce qu'on les voit, parce que c'est des poses, vous l'avez dit, mais il faut le répéter, des poses longues. Et donc, finalement, des photos, un paysage que l'œil ne voit pas. L'œil ne voit pas ça. Si l'œil s'habitue, alors on ne verra pas le faire, mais l'œil s'habituant, au fur et à mesure, on voit de plus en plus. En fait, même la nuit, comme on dit, il y a la lumière partout. Hein. Donc, on va quand même déceler plein de choses. Moi, après, au bout d'un moment, la nuit, j'éclaire plus. Et je marche pour que justement, j'arrive à bien détecter, à faire mes compositions. Je n'éclaire pas et j'arrive à y voir comme ça. Oui. Quand on fait des photos de comètes la nuit, on voit beaucoup plus de choses sur la photo qu'en réalité. Oui, on voit les deux panaches, effectivement. Ouais, on voit les deux queues. Mais ce qui était quand même beau avec la comète Milky, c'est qu'à l'œil nu, on la voyait. Donc tout le monde a pu la voir. Là encore, il y a des gens qui, ne s'entendent pas assez la nuit, me disaient après coup, je l'ai raté. Ce soir-là, je suis sortie, je ne l'ai pas vue et du coup, je l'ai ratée. Mais du coup, non. Elle y a été pendant 2 mois, la comète. Donc, on pouvait ressortir un autre soir. Ou ce soir-là, il faisait pas beau, je ne l'ai pas vue et c'était... Oui, on peut tomber amoureux d'une comète. Oui. Je l'ai vécu. À moi, la comète, c'était en 2000, ouais. Ah bon? Elbop. Voilà, ça a été le début. Je faisais déjà de la photo. Moi, j'avais une vingtaine d'années. Je faisais déjà de la photo. J'en ai fait depuis toute petite de la photo. Voilà, j'avais photographié. Mes premières photos d'astro, c'était avec Elbop. Après, voilà, après j'ai arrêté. En voyage, je faisais des photos du ciel étoilé, mais pour moi. Et c'est il y a 5 ou 6 ans que je me suis dit, donc quand même, je vais toujours dans les CVN de la journée, j'y vais jamais la nuit, et ce serait bien que j'aille découvrir un peu et montrer les CVN de nuit. Et quand elle est repassée, cette mémoire, j'étais très très heureuse. Voilà, n'hésitez pas. Oui. Oui. Bonsoir. C'est juste une question pratique. Oui. C'est-à-dire que je souhaiterais aller à la librairie pour éventuellement offrir votre livre, Oui. qui a l'air fort intéressant, mais je ne connais pas votre nom. D'accord. Donc je m'appelle Carole Remoul. Vous avez ma carte, en partant j'en ai pris quelques-unes, donc vous avez la carte sur la table. Sur la table. Sur la table du fond. Là, juste là, dans la salle. Voilà. Et voilà, donc vous pouvez, voilà. Et sur mon site, il est aussi en vente, donc vous pouvez aussi regarder. Mais dans les librairies, chez Goya, sans doute. Oui. Voilà, ça donc voilà, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.